Merci Thomas. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin sur un thème qui nous tient quand même à cœur, qui sont les transports en commun, puisque on le verra rapidement, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'Ecodev l'écosystème œuvre pour la mobilité durable. Et donc, du coup, je vais introduire cette matinée en faisant un rapide tour de table. Donc, je vais vous laisser dans l'ordre qui s'affiche. Alors, on a une table ronde 100% masculine ce matin, ce qui n'est pas dans nos habitudes, donc on va le remarquer. Claude, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous, Claude Fauché, je suis délégué général de l'Union des transports publics et ferroviaires, la Fédération professionnelle des réseaux de transport urbain et des entreprises ferroviaires. Oui, bonjour, Philippe Martin. Moi, je suis directeur général adjoint en charge des opérations de transport et de maintenance à la RATP. Et Xavier Bribois, moi je suis docteur en psychologie sociale, chercheur associé j'ai oublié le nom de mon labo, au laboratoire Ville Mobilité Transport. Et j'ai fait une thèse il y a un moment à la RATP. Et je vous parlerai plus de comportement. Merci à tous les trois. Donc, je vais introduire rapidement cette matinée. Je vais faire très, très rapide pour la présentation. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de traiter un sujet qui a été quand même mis de côté par un certain nombre d'employeurs ces derniers temps. En tout cas, on voit que le sujet des transports en commun a rebuté un certain nombre d'employeurs dans leur politique d'incitation. Et du coup, ça nous apparaissait quand même intéressant de traiter le sujet, d'essayer d'objectiver et d'avoir un angle aussi cognitif sur cette, on va dire, situation assez atypique. Alors, concernant Ecodev, donc ça fait un peu plus d'11 ans. On a fêté notre 11e année la semaine dernière. Qu'on travaille donc sur les sujets de développement durable, RSE, ou toutes les thématiques, on va dire, liées aux impacts, avec une raison d'être qui est réveiller ou éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc, j'aime à dire que c'est tout un chantier. On a différents métiers qui vont à la fois du conseil à des déploiements très opérationnels, bien évidemment en mesurant tous ces sujets avec des indicateurs socio-environnementaux et travailler sur la conduite de changement ou la communication associée avec différents pôles que je balaye, dont le plus gros qui est lié à la mobilité durable. On a créé il y a un an, un peu plus maintenant, un écosystème d'acteurs dont l'Union des transports publics fait partie, Xavier également. L'idée, c'est de travailler dans un fonctionnement, on va dire, collaboratif pour pouvoir travailler sur des sujets d'appropriation du management de la mobilité. Donc, comment aider les employeurs à intégrer ce pilotage qui est aujourd'hui souvent éclaté entre différentes professions et différents interlocuteurs. Pour accompagner le changement, ainsi que valoriser les actions les plus innovantes et ou les plus, on va dire, vertueuses sous cet angle de mobilité sobre et d'innovation, on va dire, frugale associée. Les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont assez nombreux, mais si on les synthétise, on en a 5. C'est d'aider les employeurs à identifier les solutions, faire des retours d'expérience, bénéficier finalement d'études aussi ou de mesures sur les enjeux socio-économiques. On va probablement lancer un observatoire autour des forfaits mobilité durable. On a travaillé sur un certain nombre de chantiers qui donc gravitent en fonction des angles, sous des prestations, des accompagnements clés en main, je passe, et un certain nombre d'acteurs. Donc on est assez fiers, à peu près un an après le lancement, d'avoir autant de parties prenantes et de solutions qui nous entourent. Et puis on a aussi un certain nombre de faits qui se sont concrétisés ces dernières semaines, mois, avec beaucoup de webinars. Vous aurez les liens, mais on en a beaucoup fait ces derniers temps sur différents sujets liés à la mobilité. Et puis on a aussi une actualité, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais hier, Barbara Pompili a annoncé finalement une prolongation des incitations sur le sujet du vélo avec le lancement au 1er janvier du label Pro Vélo qu'on co-construit avec la FUB ainsi que Cyclé Alliance. Et merci à Thomas pour ce beau logo, puisque c'est toi qui l'a fait. Donc voilà, le contexte rapidement, mais vous les connaissez sûrement sur les chiffres clés. Je balaye 3 tonnes de CO2, donc c'est à peu près un tiers de notre empreinte carbone qui est dédiée au déplacement. C'est à peu près 10% des arrêts de travail et 5 heures à peu près de temps passé pour aller au quotidien au bureau et 10 heures en tout dans la semaine dans les transports. C'est donc une activité à part entière avec des distances relativement faibles ou minimes, puisque pratiquement la moitié des trajets sont faits à 7 km. Et puis aujourd'hui, un usage de la voiture très intensif. 3/4 des personnes se déplacent seules pour aller au travail. Et ça a des conséquences assez dramatiques sur notre qualité de l'air, par exemple, avec la 3e cause de mortalité, évitable après le tabac et l'alcool. Sachant que l'alcool est à 49 000 décès et que les chiffres ne sont pas extrêmement précis, on pourrait peut-être dire que c'est le 2e. Et j'ai vu un article la semaine dernière sur le lien entre les enjeux sanitaires, donc les problématiques pulmonaires et la qualité de l'air, avec des conséquences assez dramatiques.
dans certaines régions très industrialisées. Et puis, c'est à peu près 1 100 000 km de route en France. Et j'ai voulu mettre ce chiffre. Pourquoi? Parce qu'on va le comparer après au chiffre des transports en commun. Et j'aurai fini mon introduction. J'ai voulu aussi regarder la répartition financière, finalement, des apports de l'État pour l'entretien et les aménagements en différents des modes. Donc, on voit que les transports en commun sont quand même, ou les transports collectifs de manière générale, sont aussi bien financés que les transports aériens ou ferroviaires, si on prend l'ordre de grandeur, mais beaucoup moins que la route. Bon, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, en tout cas, c'est pour avoir un ordre de grandeur et se rendre compte quand même que, vu l'éco-bénéfice, on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin. Et on a un certain nombre de chiffres sur les transports, donc peut-être que Claude me contredira, mais j'ai été regarder ça sur votre site et sur d'autres sources, mais on a à peu près 2000 km de transport ferroviaire cumulé, et on a une forte évolution depuis 20 ans. J'ai regardé les chiffres, j'ai du mal à bien comprendre, c'est apparemment le tramway qui a beaucoup explosé, mais bon, peu importe sur ces données, c'est les ordres de grandeur. On passe à peu près 1 heure dans les transports en commun, finalement, et la plupart du temps en semaine, avec des millions de déplacements quotidiens. En moyenne, c'est 3 finalement par jour pour un Français qui va au travail. Voilà pour cette introduction un peu rapide, mais je voulais laisser la main assez rapidement à l'actualité. Il y a aussi le sujet du forfait mobilité durable, qui est aujourd'hui très souvent mis en avant par les employeurs, avec une politique assez incitative pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat d'un certain nombre de personnes qui auront des pratiques plus responsables. On a beaucoup parlé du forfait de mobilité durable à côté d'usages liés au vélo, par exemple, mais bien évidemment, les transports en commun peuvent et sont compris dans cette offre assez innovante en termes d'enjeux de multimodalité particulièrement. Comme c'est une question très fréquente, j'ai préféré faire, on va dire, cette parenthèse. Bien évidemment, les transports en commun sont dans cette actualité. Je vais laisser maintenant la main à Claude pour prendre la parole sur le sujet des unions de transport des publics. Merci. Je vous laisse, Claude, c'est bon? Oui, merci Timothée. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voulait vous présenter à 2 voix. Donc, d'abord, je présenterai une vision générale de l'action mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire, et Philippe Martin ensuite, je dirais, illustrera mes propos à travers tout ce qu'a fait la RATP en Île-de-France depuis effectivement la crise sanitaire, mais ce qu'elle faisait déjà avant la crise sanitaire et qu'elle a amplifié du fait de la crise sanitaire. Donc, si on avance au niveau des slides, donc les transports face à la crise, on verra tout d'abord l'enjeu des transports face à la crise et les moyens déployés, les résultats et comment retrouver la confiance. Alors, les transports ont été beaucoup stigmatisés dès le début de la crise sanitaire et ces derniers mois. Vous avez ici, je dirais, une affiche, un visuel produit par le ministère de la Santé japonais qui indiquait que pour vaincre l'épidémie, il fallait éviter donc les 3 CS, les espaces clos, les espaces très peuplés et les situations de contact rapproché, situations naturellement que nous connaissions et nous connaissons dans les transports publics. Et au niveau de la communication, notamment ministérielle, il ne vous a pas échappé qu'au printemps, souvent, dans les discours, les transports publics étaient cités comme des endroits à éviter, alors même qu'aucune étude, et on y reviendra, n'a démontré que les transports étaient des lieux de contamination privilégiés. On rappelle que le port du masque a été rendu obligatoire dans les transports en France à partir du 11 mai 2020, bien avant qu'il ne soit rendu obligatoire dans les lieux publics fortement fréquentés le 20 juillet. Cela participait aussi, entre guillemets, de la stigmatisation du secteur. Et on a un certain nombre de personnes, normalement devrait s'afficher une photo de Madame Elisabeth Obersaucher, biologiste de l'Université de Vienne, qui indiquait que la crainte de prendre les transports avait certainement été exagérée. On va voir pourquoi. Si l'on avance donc l'enjeu des transports face à la crise et les moyens déplacés, on rappelle que les transports publics ont vocation à servir la mobilité pour tous et partout, et notamment que nous étions tenus d'assurer des services de mobilité dans les zones tendues, en particulier la desserte des hôpitaux, mais également de l'ensemble, on va dire, de l'économie dite essentielle, que ce soit d'éventuelles zones commerciales,
que ce soit les services publics qui continuent à fonctionner. Et par ailleurs, comme toute entreprise, il est important que les opérateurs de transport public assurent la protection de leurs salariés et de leurs clients, à savoir les voyageurs. Alors, comment cela s'est fait? On va le voir dans la slide suivante. Tout d'abord, au niveau de l'offre de services, donc vous avez sur ces graphiques différentes natures de transport. Tout d'abord, les transports urbains en Île-de-France, les transports urbains en région, les transports ferroviaires en Île-de-France, donc le Transilien, et les transports ferroviaires en région, donc les TER. Les barres grises vous donnent le niveau de l'offre et les barres orange, le niveau de la fréquentation. Donc, ce que vous observez, c'est que dans la période de confinement, donc entre le 15 mars et début mai, a été maintenu un niveau d'offre, bien qu'elle ait été réduite par rapport à une normale de 100%, mais très substantiellement supérieure au niveau de la fréquentation, puisque la fréquentation était descendue selon les modes entre 5 et 15%, là où les niveaux de l'offre avaient été maintenus entre 25 et 40, voire 50%. Ce maintien de l'offre tenait à la volonté de permettre, en dépit d'une fréquentation relativement réduite, d'avoir donc ce qu'on appelait la distanciation sociale, c'est-à-dire d'avoir une densité de passagers relativement faible qui permettait de limiter la proximité entre les personnes. On voit qu'ensuite l'offre, au moment notamment du déconfinement fin mai, début juin, est remontée très vite à 80, voire après de 100%, avec une fréquentation qui, elle, est remontée progressivement. Et septembre-octobre, on avait un niveau de fréquentation qui était de l'ordre de 80% pour une offre qui était de près de 100%, sachant que ce niveau de fréquentation était un peu moindre en Île-de-France qu'en province et moindre notamment dans les transports souterrains, métro, RER, qu'il n'était dans les transports de surface. Et on voit les effets du reconfinement qui s'est traduit donc par une nouvelle baisse de la fréquentation, alors moindre que le premier, puisqu'il y a eu notamment le maintien des activités scolaires, d'une part, et d'autre part, qu'il y avait au niveau notamment de l'activité économique un moindre ralentissement que ce qu'on a connu au printemps. Il y a tout un pan de l'activité économique, que ce soit l'activité économique industrielle, mais aussi la construction, le bâtiment, etc., qui a continué à fonctionner là où elle s'était plutôt arrêtée au mois de mars-avril. Alors, au-delà de l'offre de services et de l'évolution de la fréquentation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs, et Philippe dira pour la RATP, mais il y a beaucoup d'opérateurs qui ont mis en place des offres de transport spécifiques au moment notamment du confinement, avec, par exemple, des dessertes organisées entre les gares et les hôpitaux qui étaient réservés au personnel soignant de manière à faciliter leur déplacement, avec le déploiement de distributeurs de gel, de mousse désinfectante à l'entrée des bus, sur les arrêts de bus, de tram, etc., et dans les stations de métro ou les gares, avec des offres de services de transport à la demande pour des personnes âgées ou certaines personnes qui pouvaient avoir des problématiques particulières. Ça a été fait dans de très nombreuses villes, voire parfois pour les personnels hospitaliers. Et de fait, le transport urbain comme le transport ferroviaire se sont révélés être donc des outils pour faire face à la crise. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi des transports sanitaires qui ont été organisés en train pour déplacer des personnes, notamment en réanimation depuis l'est de la France, vers des zones où il y avait une moindre intensité d'occupation des lits dans l'ouest notamment. Et donc le transport ferroviaire s'est montré véritablement un outil stratégique. Si l'on dit deux mots d'ailleurs sur le fret,
le fret a fonctionné à 70-75% pendant le confinement et remonté à près de 90% là au mois d'octobre, mais n'a pas retrouvé non plus 100% du fait du ralentissement économique général. Donc ça, c'est sur la partie offre de services. Si on passe à la slide suivante, on va voir donc ce qui a été fait pour la protection des salariés et des voyageurs. Donc tout d'abord, le port du masque obligatoire pour les salariés, port du masque obligatoire pour les voyageurs à partir du 11 mai, mise à disposition de gel hydroalcoolique, action de nettoyage et de désinfection quotidienne, voire parfois plus fréquente encore, de l'ensemble des matériels roulants comme des gares et espaces de circulation, et un dispositif de communication. Vous verrez l'illustration à travers notamment l'exemple de la RATP, le dispositif de communication visant notamment à rappeler de manière très fréquente à travers des affichages ou des annonces sonores tout l'enjeu du respect des gestes barrières, puisqu'on est dans un domaine où naturellement le comportement de chacun, le comportement des voyageurs, le comportement des salariés est important pour assurer la sécurité sanitaire de tous. Donc, un énorme travail a été fait, et y compris avec du contrôle, naturellement, notamment par rapport au non-port du masque, puisque globalement, on observe malgré tout sur le port du masque, près de 95% des voyageurs le portent spontanément. Et dans les situations de contrôle, certes, il y a eu des procès-verbaux qui ont été dressés, mais le plus souvent, il arrive parfois que les gens ont oublié de le mettre, et dès qu'ils voient, dès qu'il leur est demandé, ils sortent leur masque et le mettent. On a globalement un taux de respect du port du masque qui est très élevé dans les transports publics. On pense les voyageurs ont bien compris l'enjeu du port du masque pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, quels résultats donc, on observe que les transports ne sont pas des lieux de contamination privilégiés à travers les études scientifiques, les constats empiriques et la confiance des usagers. Alors, pourquoi le slide suivant vous explique la faible contamination dans les transports? Ce que l'on observe, c'est tout d'abord le port du masque est respecté davantage qu'ailleurs. Près de 95%, comme je l'ai dit, portent spontanément le masque. La durée de contact avec les autres personnes est brève, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes. Donc, c'est beaucoup moins le plus souvent que dans les soirées, dans les restaurants, au bureau ou ailleurs, une durée de contact relativement faible. Les interactions sont également faibles. De manière générale, vous voyagez, notamment pour vos transports domicile-travail, le plus souvent seul, et vous avez peu d'échanges, peu de paroles, de cris, de rires avec les personnes qui vous entourent dans le bus, dans le métro. Donc, des interactions faibles. On rappelle également que ce sont des espaces clos, certes, mais qui sont ventilés. Par exemple, dans un train, vous avez le renouvellement de l'air qui se fait au plus toutes les 6 minutes, voire parfois plus rapidement. C'est vrai aussi dans les trams et dans les métros. Donc, on a un renouvellement de l'air qui est assez important, ce qui fait partie, on l'a dit, des gestes barrières, mais qui a souvent été oublié. C'est l'enjeu de ventiler les espaces clos afin de disperser notamment et de renouveler l'air qui contient donc les fameuses particules d'aérosol. Les véhicules sont désinfectés régulièrement, donc les véhicules d'ailleurs comme les zones de passage, stations, gares, etc., sont désinfectés régulièrement, le plus souvent tous les jours, voire parfois plus fréquemment, plusieurs fois par jour. L'offre est maintenue malgré la baisse de fréquentation, c'est ce que l'on a illustré tout à l'heure à travers un niveau d'offre qui a été maintenu de manière très importante par rapport à un niveau de fréquentation qui avait beaucoup baissé, donc qui facilite, on va dire, la distanciation sociale entre deux voyageurs. Le déploiement de solutions de paiement dématérialisées avec des solutions de paiement notamment par SMS, par carte sans contact, etc. Là aussi, de façon à éviter les échanges, on va dire, et le contact avec des pièces, des billets, etc. Et la communication des gestes barrières qui a été martelée à travers des annonces vocales, des affiches dans les véhicules, du marquage au sol. Il y a eu un déploiement colossal qui a été fait
tout au long, on va dire, du premier confinement et du déconfinement pour bien encourager, bien accompagner le respect de ces gestes et l'appropriation de ces gestes par l'ensemble des voyageurs. Donc, on est véritablement dans un domaine où la sécurité sanitaire ne tient pas seulement de la responsabilité de l'entreprise de transport ou du gouvernement, mais c'est bien l'engagement de tous, le contrat social, d'adhérer à la règle commune qui permet d'assurer la sécurité de tous les voyageurs comme des personnels des entreprises. Alors, on a 2 slides là qui vont se succéder qui font état d'études qui ont été menées dans différents pays et qui mettent en évidence le niveau de risque très faible qu'il y a dans les transports publics. Pour autant, encore une fois, hein, que soient bien respectés les gestes barrières, le port du masque, la distanciation, le renouvellement de l'air, etc., etc. Toutes ces études, donc, vous pouvez y accéder depuis le site internet de l'UTP. Il y a toutes les références et les liens qui permettent d'accéder à ces études et qui précisent donc le niveau de risque. Donc, l'étude d'Oxford Academic, par exemple, qui porte sur des passagers de TGV en Chine. On a une étude à Berlin, en Allemagne, qui compare le niveau de contamination, par exemple, des personnels de maintenance de la Deutsche Bahn par rapport au personnel de bord en contact avec le public et qui met en évidence, par exemple, que les personnels de bord ont un taux de contamination plus faible presque que les personnels de maintenance. Donc, qui met en évidence le fait que le contact avec le public, dès lors, encore une fois, que sont bien respectés les gestes barrières, n'amène pas un risque de contamination supérieur au contact que l'on peut avoir avec ses collègues dans un environnement de travail, comme peut l'être un atelier de maintenance. Donc, vous avez toutes ces études sur cette slide. On va voir dans la slide suivante, par exemple, l'étude de l'APTA, l'APTA qui est notre homologue américain, enfin aux États-Unis, qui a mis en évidence, là c'est mesuré à New York, avec le nombre de trajets en bleu qui sont opérés dans les transports publics et l'évolution du nombre de cas de contamination et qui met en évidence qu'il n'y a pas de lien statistique entre l'évolution de la fréquentation du réseau de transport de New York et l'évolution du nombre de cas, par exemple, au niveau de New York. Donc, c'est une illustration d'une des études telle qu'elle a été faite. On a là aussi encore plusieurs études. Une étude du RSSB qui est l'agence de sécurité des transports ferroviaires, l'agence publique de sécurité des transports ferroviaires au Royaume-Uni, qui met en évidence qu'il y a moins le risque d'infection par le Covid lors d'un voyage en train est de 1 pour 11 000. Soit moins de 0,01%, par exemple. Et Santé publique France, qui suit donc l'apparition des clusters en France, mais on rappelle qu'il y a à peu près 10% des personnes dont on connaît l'origine de la contamination. Pour autant, Santé publique France considère que globalement, il y a de l'ordre de 1% des clusters qui ont pour origine les transports, tout mode de transport confondu, avion, bateau, train, transport public. Moins de 1%, donc des clusters, auraient pour origine les transports publics. Alors, il faut savoir que dans les autres pays pour lesquels des applications de type Stop Covid ont été beaucoup plus téléchargées qu'en France. En France, il y a eu un nombre relativement limité jusqu'à la dernière application de personnes qui ont mis en œuvre des dispositifs entre guillemets, de traçage permettant de mieux identifier les lieux de contamination éventuels, y compris dans les pays étrangers où une grande majorité de la population a pu mettre en place des outils de traçage. En fait, il est observé, y compris dans ces pays-là, que le nombre de contaminations des transports publics est beaucoup plus faible que ce qui est observé dans d'autres environnements, que ce soit des environnements professionnels ou personnels ou de loisirs. Donc là-dessus, là on a encore quelques études qui ont été menées. On a notamment
des études faites à Hong Kong, un des endroits les plus densément peuplés, où les transports sont très utilisés et qui a mis en évidence un taux d'infection global extrêmement faible. Là aussi, alors on va dire c'est des populations qui ont l'habitude notamment du port du masque et des gestes barrières, y compris donc dans les transports publics. Donc, tous ces liens, vous les trouverez sur le site internet de l'UTP. Ils mettent en évidence au niveau international que les transports publics, dès lors, encore une fois, que sont bien mis en œuvre les gestes barrières et les nettoyages des infections, ne sont pas des lieux de contamination importants. Donc là-dessus, l'UTP, nous avons, dans le cadre d'un observatoire de la mobilité qui nous conduit à faire un sondage par l'IFOP auprès de 1500 Français, qui a été fait au mois de septembre, donc avant le deuxième confinement. Les usagers, les voyageurs, donc, nous ont indiqué, à 77% d'entre eux, estimaient que les transports publics s'étaient rapidement adaptés à la crise sanitaire. À 85%, donc, ils avaient un niveau de confiance identique ou meilleur pour assurer leur sécurité sanitaire à l'avenir. Je pense que le travail qui a été fait, y compris de mise en évidence de ce qui a été fait en matière de nettoyage, désinfection, à paye. Les gens perçoivent le travail qui est fait et en mesurent l'intérêt. 13% des usagers disent pouvoir prendre des transports plus souvent à l'avenir, 3% plus du tout et 27% moins souvent. Alors, il est évident que le télétravail, le e-commerce, le e-enseignement amènent une évolution des pratiques de transport qui sont susceptibles de se traduire par un usage moins régulier des transports que par le passé. Et quand on regarde la confiance pour les mesures qui ont été mises en place, c'est le port du masque qui, à 88%, est considéré comme la mesure la plus rassurante. La mise à disposition de gel hydroalcoolique à 85%, nettoyage des infections 80%, distanciation physique 75% et dispositif de communication à 73%. Donc, c'est la perception qu'ont les usagers par rapport aux risques sanitaires. Et quand on regarde ensuite la question sur la slide suivante, sur les enjeux des transports publics, on rappelle que les transports publics sont une réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux. Tout d'abord, par rapport à la préservation de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique et la pollution globale. On voit là les émissions de CO2 par passager kilomètre, et notamment les modes électrifiés, tramway, métro, RER, on est à un niveau qui est 40 fois inférieur à celui d'une voiture thermique. C'est une voiture essence ou diesel. Un bus, on est notamment par rapport au niveau, on va dire, c'est un bus thermique tout d'abord, et par rapport au niveau de nombre de passagers moyens, on est à un niveau inférieur à celui d'une voiture, quoi qu'il en soit, par passager kilomètre. Les transports publics, l'enjeu, c'est permettre à tous de se déplacer et d'aller toujours plus loin dans les territoires. On rappelle que les transports publics desservent aujourd'hui 55 millions de Français et qu'ils sont accessibles à tous, avec notamment des tarifications adaptées, tarifications dites solidaires, parfois la gratuité totale d'ailleurs dans certaines zones, mais tarifications adaptées pour permettre le droit à la mobilité tel que prévu par la loi. Il participe de l'amélioration de la qualité de vie en ville à travers la diminution de la congestion, de la pollution. Tout à l'heure a été rappelé qu'il y avait 48 000 décès par an liés à la pollution, qui est la troisième cause de mortalité. Et encore récemment, cette semaine, l'État français vient d'être condamné pour des problématiques de pollution dans la vallée de l'Arve en l'occurrence, au regard notamment du dépassement des seuils prévus par la réglementation en matière de micropolluants. Ils offrent des emplois stables, 260 000 emplois pour les transports publics urbains et ferroviaires. Ils stimulent l'économie, 1 euro investi dans le transport représente 5 euros de bénéfices pour l'économie. Et enfin, ils participent au rayonnement international, peu d'entre vous le savent, mais 3 entreprises françaises comptent parmi les 5 leaders mondiaux du transport public, en l'occurrence c'est les groupes SNCF, Keolis, RATP, RATP Dev et le groupe Transdev, donc, qui figure parmi les 5 leaders mondiaux, donc Cocorico.
Le transport public français s'exporte et d'ailleurs connaît de nombreux succès à l'international. Donc, l'UTP suggère d'ailleurs des mesures pour y contribuer davantage, à travers notamment des investissements dans les infrastructures, la TVA à taux réduit comme, pour être reconnu comme service de première nécessité, et également un modèle économique à conforter au regard notamment des incidences économiques qu'a eu la crise sanitaire sur notre secteur, puisque cela représente un manque à gagner d'au moins 3 milliards d'euros pour l'année 2020. L'État a pris certaines mesures d'accompagnement des collectivités locales, mais pour autant, le compte n'y est pas. Et notre secteur doit réfléchir à l'évolution de son modèle économique au regard notamment des incidences de la crise sanitaire, mais pas seulement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Philippe Martin, maintenant, va pouvoir présenter en détail comment la RATP, opérateur important, en particulier en Île-de-France, mais pas seulement, a agi au moment de la crise sanitaire et depuis, de façon à répondre aux enjeux que j'ai présentés pour l'ensemble du secteur. Merci à vous. Merci Claude. Donc, bon, on voit que vous avez réussi quand même à balayer le sujet de manière assez, on va dire, complète. Hein. On a pris un peu de retard, du coup, pour être transparent. Je vais quand même poser, parce qu'on disait qu'on avait des questions. Donc, désolé, Monsieur Martin, mais j'ai juste 2 questions que je vais quand même poser. On va faire des réponses très courtes. La fréquentation sont des comptages à vue ou des données de validation? Alors, ce sont des données de validation qui peuvent être corrigées, notamment lorsqu'il y a eu à certains moments la suppression de la validation avec la montée par l'arrière. Mais ce sont bien effectivement les données de comptage lorsque le service fonctionne normalement. Merci. J'en ai une autre et je fais après très rapidement, mais donc je passe le détail, mais en gros, une personne nous annonce qu'elle prend les transports en commun tous les jours et que tous les jours, elle constate que les gens mettent mal leur masque sous le nez, sur le menton, etc., etc. Quelles mesures supplémentaires pourriez-vous mettre en place? Alors, les mesures, on va en parler, hein, mais c'est toute l'information qui est faite et les contrôles qui sont faits avec le rappel que le masque se porte nez et bouche couverts et pas simplement sur le menton. Il y a des visuels, y compris dans les bus, les métros, les trams, etc., pour rappeler que le masque, c'est bien sur le nez et la bouche qu'il doit être disposé. Très bien, merci. Du coup, C'était la réponse. ouais, En tant qu'opérateur, depuis le début, on a mobilisé nos équipes de contrôle et de sécurité. On a mis près de 20 000 PV pour défaut de port du masque ou non port du masque. Et on a, dans la première phase de confinement, refoulé tous les voyageurs qui n'avaient pas de masque. Donc, maintenant que le trafic a repris, nos agents de sécurité et tout, on a d'autres problèmes de type de sécurité dans nos réseaux, des pickpockets et tout. Donc, on a toujours cette même surveillance. Et malheureusement, notre réseau est très grand. Donc, je vous laisse, vous me dites quand est-ce que je passe les slides. Du coup, je vous laisse la main maintenant. Donc, effectivement, dans la logique du webinaire, mais on voulait zoomer quand même sur un cas concret. Et la RATP illustrera bien, je pense, ce que vous faites au quotidien. Et puis après, comme on a bien vu que tous ces sujets quand même entraînent des changements d'habitude et que si ces comportements sont bien, on va dire, évolutifs, qu'on arrive probablement à ces données, Xavier va nous en parler justement sur comment, pourquoi… ces habitudes de changement. Allez-y. Voilà. Donc, le parti pris, c'était que, je ne vais pas revenir sur l'offre qu'on a fait réaliser, je vais dire qu'au départ, on a considéré la RATP comme les transports en Île-de-France, que dans le premier confinement, on a stigmatisé les transports en commun. D'abord, on a demandé de faire respecter des distances sanitaires, ce qui est aussi un commerce, le 1 siège sur 2, et on avait la responsabilité de s'assurer de respecter les jauges acceptées. Mais aussi, c'était le seul lieu où le port du masque était obligatoire dans la ville, ce qui voulait donc indiquer de manière indirecte que c'était un lieu de propagation de la maladie. Donc, tout l'axe a été pour nous à la fois de rassurer tous nos clients et rassurer tous nos personnels, en exploitation comme en maintenance. Donc, voilà, donc on a mis en place une batterie d'outils pour combattre. Alors, déjà, sur la gestion de la demande, il l'a dit rapidement, on a tout de suite mis en place pour assurer, parce qu'on avait des périodes restreintes, le métro fermait à 21h, la première période de confinement, il n'y avait que des systèmes de bus, et il y avait des problèmes de jauge, et on pouvait limiter
l'accès au transport en commun. Donc, on a mis des services dédiés, 20 lignes spécifiques de bus pour les personnels hospitaliers, de façon à pouvoir leur faciliter la vie compte tenu de leur engagement. La page suivante. Après, on a aussi été obligé d'adapter notre offre en fonction de la situation résiduelle. C'est-à-dire que, grosso modo, la partie centrale, qui est la partie la plus chargée de manière générale, on a eu un déplacement de cette partie chargée dans les zones où il y avait moins de télétravail, et notamment la Seine-Saint-Denis et un peu le Val-de-Marne, nord et nord-est, où il y a plus les travailleurs de première ligne, les caissiers, les agents de nettoyage, les agents d'entretien. Et donc, on a été obligé d'adapter l'offre et de ne pas l'adapter selon les trafics normaux, mais selon les trafics réels. Voilà, on passe à ça. Alors, on a aussi, en période de crise, c'est souvent là qu'on fait des nouvelles innovations. Donc, on avait besoin à la fois d'avoir des comptages, on les avait, comme l'a dit Claude, par les validations, sauf dans nos bus, puisque la vente à bord était supprimée et c'était passage par l'arrière. Et donc, on a mis en place rapidement une application de crowdsourcing auprès de nos voyageurs, de façon à ce qu'ils puissent nous indiquer les endroits, les moments où il y avait des flux importants, des charges importantes. Donc, on a pu, par zone, par territoire, par période horaire, avoir cette source qui a bien marché. Néanmoins, on avait des problèmes temps spécifiques. Donc, on était capable de déployer une force de 150 personnes pour être en gestion physique des flux, pour être dans le respect des distances sanitaires et un siège sur deux. Alors, les mesures sanitaires destinées à nos clients. Donc, Claude l'a déjà un petit peu dit, mais voilà. Première chose, tout de suite, on a mis de la communication. Donc, on a d'abord mis des stickers, plus d'1 million de stickers dans les espaces, dans les véhicules, pour indiquer les sièges, pour mettre des pas, pour indiquer la distance entre les voyageurs, le respect sur les distributeurs de billets. Donc, plein de messages spécifiques et puis des messages sonores sur le rappel, port du masque obligatoire, etc. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit, les distanciations sur les quais, gardez vos distances, des gestions de flux qu'on a fait en immatériel, d'autres qu'on a fait en matériel avec des coups de fil afin d'éviter les croisements. Et on a même fermé des stations de correspondance comme République et tout pour éviter les croisements de flux et des surcharges. Donc, on laissait plutôt une station, une ligne pour éviter donc cette gestion de surcharge. On a bien sûr fermé les toilettes, fermé les lieux de rencontre. Donc, le masque a été obligatoire dans tous les transports et pour tout notre personnel. Et on a fait tous les rappels. Et puis, on a aussi mis rapidement des distributeurs gratuits de gel hydroalcoolique. On a aussi mis dans nos distributeurs qu'on a sur les quais des ventes de masques. On a aidé avec la région des distributions gratuites de masques. On a distribué du gel. Enfin, on a fait toutes les mesures de façon à être vraiment dans la réassurance des voyageurs pour combattre ce que l'on pouvait percevoir comme étant un monde dangereux qui était le transport public. Alors, pour la vente de transport, on a favorisé, notamment sur les bus, la vente dématérialisée par des SMS, le SMS ticketing avec la région Île-de-France, qui était utilisable par tous les transporteurs d'Île-de-France. On a aussi renforcé le nettoyage des distributeurs. On a arrêté les ventes manuelles pour éviter, je dirais, le fait que les gens puissent être en contact. Et puis, des recharges de pass Navigo avec les applis, de façon à limiter au strict minimum tous les contacts qu'avaient besoin nos voyageurs avec nos équipements ou nos agents. On a aussi, après, bien sûr, pendant la période de confinement, mobilisé tous les agents, puisqu'il y avait moins d'activité, tous les agents des services centraux sont venus sur les quais pour aider, canaliser, gérer les flux, informer, distribuer ces gels sanitaires. C'était une grande campagne de mobilisation, comme on le fait lorsqu'il y a des grandes périodes de travaux longs, etc. Alors après aussi, pour nos voyageurs et aussi pour nos agents, donc on a mis en place en 3 semaines un programme de nébulisation avec des industriels répétés, parce que nous, on ne connaissait pas ce système. Donc, qu'on faisait en service nuit, puisqu'il faut, vous voyez que les gens sont équipés. Ils nébulisent tous les trains et les bus chaque nuit. Il fallait attendre 1 heure que le produit puisse, je dirais, se propager et peut être dangereux. Tout ceci, on a augmenté, revenez un peu en avant,
On a augmenté donc de 70% notre budget nettoyage, ce qui a été énorme. On a aussi, très important, fait un traçage à la fois pour nos agents et nos voyageurs. On savait que tel bus, tel jour était passé. Et dans les périodes de confinement, un bus qui n'aurait pas pu être passé en désinfection ne sortait pas comme un train. On ne sortait que les trains dont on avait la garantie qu'ils avaient été faits. Et c'était sous le contrôle de la médecine du travail en interne. Et donc, on a un planning, des lieux de ça et des équipes dédiées. Et on a continué ce système jusqu'à maintenant. Et on est en train de discuter avec IDFM justement pour continuer le système tant que la crise n'est pas derrière nous. Voilà le reporting. Donc, on a un suivi des écarts, nettoyage, et on est en train de mettre en place aussi un smart tracer qui sera en place début 2021, qui permettra, je dirais, à la fois parce qu'on a aussi des désinfections en journée sur les barres de maintien, sur les espaces, dans les espaces, pour faire des deuxièmes désinfections qui sont plus logiques. Et l'idée, c'est d'avoir un système transparent pour que nos voyageurs puissent savoir à quel moment on est repassé dans nos équipements pour les rassurer. On a aussi fait, depuis la rentrée, des campagnes de communication. Donc, sur les questions, c'est le transport public, restaurer la confiance des voyageurs. On voit bien que les transports publics sont indispensables à la vie économique et à la vie sociale au sein de la région, et que sans transport en commun, il n'y aura plus de vie sociale. Et donc, il était important de pouvoir rassurer nos voyageurs. Donc, on a fait toute une campagne sur sans train, il n'y a pas d'expresso, voilà, pas d'alphabet. Bon, tout ça, c'est des campagnes. Et puis, la dernière campagne que l'on a fait, c'est voilà, on est content de vous revoir. Demain, on vous revoit comme un lundi. Donc, vraiment, toute cette campagne qui a été lancée et qui permet et qui a été bien perçue par nos voyageurs avec notre message qui maintenant est à demain. Donc, voilà, on vous attend tous les jours et on est heureux de vous recevoir et de vous récupérer tous progressivement, comme avec la confiance que nous a indiqué le sondage de Claude. Voilà, merci. Merci. Voilà, bon, en tout cas, ça nous tenait à cœur de tenter finalement autant que possible de relayer, d'objectiver, puisqu'on a tous eu des grosses peurs au mois de mars sur cette histoire de propagation, masque ou sans masque, barrière, distanciation et compagnie. Aujourd'hui, on commence à avoir du recul et on sait bien que si on respecte toutes ces recommandations, il n'y a aucun risque finalement, ou très faible, de récupérer là où le Covid, je ne sais plus, de manière complètement, on va dire, miraculeuse, ou à l'inverse, plutôt non dramatique, pardon. Xavier, peut-être, maintenant tu vas nous zoomer sur pourquoi il est aussi difficile de changer. Peut-être, alors avant, je prends juste une petite question. Il y en a une qui est plutôt encore à destination de Claude, mais je sais que vous avez beaucoup d'outils présentation, parce que du coup, il y a une personne qui demande à savoir si elle peut avoir des outils de communication et de relais pour diffuser ça à des salariés dans les entreprises pour éviter qu'ils reprennent massivement leur voiture plutôt que les transports en commun. Alors, nous n'avons pas de film en tant que tel, mais le webinaire d'aujourd'hui fait partie des outils, on va dire, utilisables, puisqu'il sera accessible sur votre site. Et deux, comme je l'ai dit, sur le site internet de l'UTP, vous avez toutes les études qui ont été faites au niveau international et qui mettent en évidence les propos que nous avons tenus. Alors, c'est peut-être une idée que de faire un film, un petit film. On va y travailler, on va y réfléchir. Et peut-être une remarque, question en même temps à M. Martin, donc Philippe. Il y a une remarque qui est liée au transport en commun et à son usage, en disant finalement les gens qui prennent les transports en commun le font parce qu'ils n'ont pas trop d'alternatives. Du coup, est-ce que vous, dans votre quotidien en tant que RATP, vous avez des données qui permettent peut-être de démontrer ou pas, qu'un certain nombre d'usagers prennent les transports parce que c'est aussi un bon moyen de transport et pas uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix? Non, il y a des alternatives. On voit bien, par exemple, avec le développement du vélo, il y a d'autres types d'alternatives, des mobilités douces, d'autres types de mobilité. Mais on sait que la réponse, ce n'est pas la voiture, l'autosolisme, mais la voiture particulière. Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourrait pas se passer des transports en commun, du mass transit. Voilà. Et il y a beaucoup de voyageurs qui le prennent parce que, grosso modo, c'est tout de même plus rapide, plus efficace pour la plus grande ligne, et notamment le mass transit. C'est bien de quand même refaire cette remarque qui est ça peut être dans beaucoup de cas quand même plus rapide et quand même plus agréable.
même si on sait très bien que beaucoup de gens se plaignent des transports, mais on entend plus ceux qui se plaignent que ceux qui sont contents, comme souvent. Xavier, maintenant, peut-être Claude, vous aviez… Oui, vous rappeliez tout à l'heure en introduction que 10% des accidents du travail avaient pour origine des accidents de trajet. Et notamment, il faut bien, alors les accidents de trajet qui sont d'ailleurs le plus souvent dans le cadre de transport en voiture, il faut rappeler aussi pour les entreprises, hein, pour les employeurs, que le recours au transport public diminue le taux d'accident du travail et les cotisations afférentes pour les entreprises concernées. On avait fait des études il y a quelques années sur ce sujet-là qui également l'avaient mis en évidence. Donc, les transports publics apportent un bénéfice collectif relativement important, y compris en matière d'accidentologie du travail. Et je voudrais compléter. Aujourd'hui, on a une vraie réflexion à mener avec les autorités organisatrices sur les nouvelles mobilités. Et est-ce que, par exemple, le niveau d'offre doit être corrélé à des taux de charge? Ou est-ce qu'il faut plus travailler sur les problèmes d'avoir des offres avec plus de confort offert à nos voyageurs pour être plus attirants? Voilà. Par exemple, la ligne 13 dont on parlait souvent sur la surcharge qui va être déchargée parce que la ligne 14 va être prolongée le 14 décembre, bah demain, elle ne sera peut-être pas aussi catastrophique que le pensent les voyageurs parce qu'elle est assez fiable et régulière, mais par contre, l'inconfort était très fort. Et demain, il y aura peut-être des nouveaux modèles de mobilité, y compris de mobilité collective, à créer. Très bien. Alors, on va maintenant zoomer pour essayer de comprendre pourquoi c'est aussi difficile de s'acclimater à ces nouvelles habitudes. Xavier, je te laisse la main. Merci. Donc, rebonjour à tous. Donc, je vous disais que j'ai travaillé sur diverses choses. Juste pour situer un peu de quoi on parle quand on dit comportement, donc j'ai trouvé cette photo là en ligne, parce qu'en fait j'ai récemment vu à la sortie d'un lycée d'Île-de-France plusieurs lycéens qui se faisaient la bise avec le masque. Et je trouve en fait c'est ça le comportement, hein. C'est ce qu'on en pense, ce qu'on en fait, les incohérences, tout ça, c'est bien de ça dont je parle. En pratique, on l'a déjà appliqué sur des tas de sujets, parce que c'est très vaste. Moi, j'ai travaillé par exemple récemment avec la RATP sur le signalement des colis abandonnés, qui n'a rien à voir, mais qui est un sujet de comment les gens se comportent, comment ils perçoivent leur environnement, et donc tout un tas de choses. Et finalement, on utilise les mêmes logiques, parce que les briques qui permettent de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font sont un peu les mêmes dans toutes les pratiques. Pour aujourd'hui, je me suis dit que notre sujet, c'était d'accompagner le respect des recommandations sanitaires et de maintenir, ou en tout cas de soutenir la fréquentation. Donc, je vais essayer d'appliquer cette logique à ce cas-là. Timothée, si tu veux bien. Donc, juste pour entrer un petit peu dans le sujet, pour réfléchir au comportement, l'idée, c'est pas d'avoir une finesse psychologique spéciale, c'est plutôt d'avoir une logique, une grille d'analyse et des concepts bien étayés. Donc, avec une collègue de l'Université de Créteil, on a développé avec le temps une logique qui permet de structurer ces idées-là à partir de ces trois grandes étapes qui sont présentées ici. Et je vais essayer de suivre cette logique pour réfléchir. Donc, pour la décrire rapidement, l'idée, c'est que contrairement à l'hypothèse qu'on fait naturellement, c'est pas les idées des gens qui sont le plus fort potentiel d'explication de ce qu'ils font, c'est plutôt leurs habitudes. En fait, 90%, enfin l'immense majorité de ce que vous faites dans une journée, vous prenez des tas de décisions sans même en être conscient, parce que c'est inscrit dans des habitudes et c'est automatisé tout ça. Et donc c'est ça la première grande chose à comprendre, c'est quelles sont les habitudes des gens, sans quoi rien ne peut changer. Et même si on veut pas que ça change, d'ailleurs, c'est aussi par là que ça passe. Ensuite se pose la question de l'intention. Comment l'individu se projette dans ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire. En fait, là-dedans, on a plusieurs modèles. Il y en a un notamment qui explique bien que l'intention est basée en partie sur les attentes qu'on a du comportement. Est-ce qu'on va y gagner quelque chose? Est-ce que ça va être satisfaisant? En partie sur ce que font les autres, qui nous servent en permanence de repère pour juger de la pertinence d'un comportement ou d'un autre. Et troisièmement, sur ce qu'on se sent capable de faire. On a démontré à de nombreuses reprises que si on n'a pas le sentiment qu'on va réussir à faire quelque chose, en fait, on ne perçoit même pas que c'est une option qui est à notre portée. Et donc, c'est vraiment par ces trois briques, le bénéfice attendu, le comportement des autres et la capacité ressentie à faire les choses, qu'on arrive à fabriquer une intention et que ça va déterminer les comportements des individus quand ils s'arrêtent pour réfléchir. Sinon, ils sont dirigés par l'habitude. Et puis, il y a une troisième grande étape, qui est un troisième grand sujet, qui est comment on fait pour mettre en œuvre le comportement, qu'on appelait passage à l'action. Là aussi, on a beaucoup de freins, beaucoup de choses, beaucoup de conditions en fait, qui font que l'intention de faire quelque chose va se traduire en acte ou pas, et va persister dans la durée ou non. Donc voilà, pour vous le brosser vite, avec ces trois grandes idées, on peut réfléchir un petit peu à tous les comportements.
Si tu veux bien passer à la suite. Donc pour la crise sanitaire et les gestes barrières, pour moi, alors c'est pas le cas de tous les analystes des comportements, mais moi je trouve que ce qui est surprenant, c'est pas qu'il y ait de l'opposition et qu'il y ait quelques personnes qui mettent pas leur masque, ou etc. C'est plutôt l'obéissance généralisée et l'observance très élevée des pratiques des gestes barrières, notamment des masques. C'est le plus visible, c'est pas étonnant que ce soit celui qui est le plus respecté, parce que en fait l'important c'est peut-être plus de montrer qu'on respecte les règles que de les respecter pour soi en fait. Comment ça se fait qu'on ait obtenu ce résultat? Moi, je pense que si on était, enfin, s'il y avait il y a 2 ans, je vous avais demandé, tiens, imaginez qu'il y ait une crise sanitaire et qu'il faille porter un masque. À votre avis, combien de personnes vont porter des masques? Je ne sais pas ce que vous auriez parié, mais à mon avis, vous n'auriez pas parié un tel niveau de respect. Et en fait, si ça a marché, c'est parce que quelque part, les choses se sont très bien mises en place. Et notamment, l'énorme effet, c'est pas la communication et la peur de contracter la maladie, à mon avis, c'est plutôt le confinement. Le confinement, ça a été le rouleau compresseur de l'habitude de toute la population. Soudainement, tout le monde, ou presque, s'est retrouvé confronté à se demander qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait fonctionner, etc. Et là-dedans, il y a eu une espèce de remise en cause profonde de toutes les habitudes inscrites, qui a été l'occasion de changer des choses. Pendant ce confinement, se sont développées un certain nombre d'idées déjà avant, notamment, donc l'habitude a été balayée, pour revenir au modèle. Deuxième étape, fabrication de l'intention. Les individus se posent des questions, plus ou moins. Et à un moment donné, on comprend qu'en fait, le sujet, c'est de se protéger soi, mais c'est aussi de ne pas contaminer les autres et de ne pas être responsable de la contamination d'un tiers. Et finalement, ça, c'est beaucoup plus difficile de garder des positions tranchées. Enfin, pas tranché, je veux dire. Si vous portez pas de masque parce que vous n'êtes pas inquiet, c'est une chose, mais que vous portiez pas de masque alors que ça menace la vie d'autrui, là, vous avez un peu plus de mal à vous défendre sur ce genre de choses-là. Donc finalement, ça a beaucoup fabriqué une attitude positive, au moins par défaut, sur ce point. En plus de ça, la communication à laquelle on a été exposé n'a pas que parlé du problème de fond, mais a surtout beaucoup expliqué ce qu'il fallait faire, avec des tas de répétitions. Il y a eu un nombre innombrable de tutoriels, de stratégies pour vous expliquer comment mettre le masque, c'est quoi le geste barrière, et comment on se lave les mains, etc., etc. Et en fait, tout ça, on a des tas de recherches en psychologie qui montrent bien que c'est beaucoup plus efficace de dire ce qu'il faut faire que pourquoi il faut le faire. Parce que si vous êtes convaincu que c'est une bonne raison, c'est une chose, mais si vous savez quoi faire, vous vous engagez beaucoup plus facilement dans la mise en œuvre. J'avais pensé à un exemple d'ailleurs. Enfin, globalement, en tout cas, le fait de... Vous avez beaucoup d'individus pour qui, finalement, savoir quoi faire, même s'ils ne sont pas très sûrs que ce soit pertinent, même s'il y a eu des tas de polémiques, etc., à un moment donné, on nous l'a dit, on sait qu'on peut le faire, on est un peu inquiet, c'est rassurant d'agir, et donc on se met facilement dans cette pratique-là. En plus de ça, la polémique sur le masque, on a quand même passé la totalité du confinement à discuter de la pertinence de mettre le masque ou de ne pas le mettre, et que finalement on aurait dû obliger la population à les mettre et qu'on aurait dû en avoir, enfin, etc., etc., vous vous rappelez. Finalement, toute cette polémique a fabriqué une chose, c'est que tout le monde s'est dit, quand il y en aura, je vais les mettre. Et effectivement, quand ils sont arrivés, et ben, soudainement, tout le monde s'est un peu rué dessus. Il y a des gens qui se sont battus pour en acheter plus cher que d'autres sur des aéroports en Asie, enfin, rappelez-vous. Et ça a construit les conditions qui font que finalement, c'était une très bonne idée de le mettre. Et puis en plus de ça, au-delà de tous les éléments de discours, de toute la logique, le fait de voir en permanence que les autres le mettent, et en fait la majorité des gens le mettent, même s'ils le mettent mal, ça fait que finalement, le comportement normal aujourd'hui pour un individu adulte, rationnel, c'est de se déplacer avec un masque sur le visage, à l'extérieur partout, du plus avec cette règle du masque systématique, qui font que finalement, il n'y a même pas trop de discussion là-dessus, même si on s'en plaint, même si chacun s'adapte un peu comme il veut en le mettant sous le nez, etc. Et même si on oublie encore de temps en temps son masque chez soi en sortant et qu'il faut s'en souvenir. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, j'ai pas de données expérimentales, mais ça baisse beaucoup. Je trouve qu'on oublie beaucoup moins souvent son masque qu'au début. Parce qu'en fait, ça devient vraiment un comportement inscrit et habituel. Donc on peut parier qu'à ce rythme-là, encore un an ou deux, et c'est quand vous n'aurez pas de masque que vous vous sentirez mal à l'aise. Voilà, merci. De passer à la suite. Pour autant, il y a des limites fortes, je ne veux pas dire que tout est gagné, loin de là. Notamment, il y a un enjeu de représentation, une dimension sociale qui sont fortes, mais ce n'est pas pour autant qu'on se sent forcément vraiment préservé quand on fait ce qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on obéit qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'on nous demande de faire. Notamment, on a bien constaté qu'il y avait une confiance assez faible dans tout ce qu'on peut entendre dans les médias et dans la parole des politiques et des différentes autorités, pour des raisons assez fondé aussi, parce qu'il y a eu tellement de polémiques et de contre-argumentation que ça devient difficile de savoir ce qui tient la route ou pas.
Et ce qu'on sait, c'est que finalement, quand la légitimité d'un comportement est discutable, quand on a une forte incertitude, le plus simple, c'est de se rabattre sur les choses les plus évidentes. Donc le fameux bon sens, qui a ses mérites, mais qui a aussi beaucoup de limites. Notamment, il y a beaucoup d'aberrations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une phase où il y a des gens qui lavaient un peu leurs courses à la javel en rentrant chez eux, parce que quand même, on va prendre de risques. Vous avez les gens qui se disent que la solution, c'est de prendre la voiture, systématiquement, ce qui, à mon avis, est aussi une aberration. Et puis, il y a aussi tous les comportements du type, oui, oui, moi j'évite de fréquenter des gens, je ne vois que ma famille proche, ce qui en fait est complètement contre-productif. Et tout ça fait qu'on ne peut pas dire non plus pour tout le monde quelle est la pratique parfaite et systématique. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a les très inquiets qui sont en permanence en demande d'être rassurés. Il y a ceux qui croient qu'en fait, c'est pas grave et qu'ils ne l'auront jamais, qui mettent le masque juste pour faire plaisir. Enfin, il y a un peu tous les cas, bien entendu. Et là, je vous parle plutôt du cas moyen. Mais il faut bien sûr s'adresser à tout le monde et être capable de répondre à tous les types de comportements. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux bien passer à la suivante, Timothée. Non, d'abord, je voulais juste parler du transport collectif. C'est vrai que le transport collectif, premier constat évident, c'est la mixité sociale. On sait bien dans tous les sujets de maladie qu'on a toujours d'autant plus peur des autres, qu'on ne les connaît pas, qui ne sont pas de notre classe sociale ou de notre groupe d'appartenance. Et on a l'impression que c'est d'autant plus dangereux. Se mélanger, ça paraît plutôt être un risque. En plus, c'est plutôt rempli, un transport collectif par définition, donc il y a aussi un risque là-dedans. Et puis, il y a cette idée que, tiens, soudain, les transports collectifs sont vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la preuve que tout le monde s'inquiète et que tout le monde a peur ou pas? Alors, je pense que là, il y a une vraie question d'ailleurs, c'est quelle est la part du télétravail et quelle est la part de l'évitement des transports collectifs pour expliquer la relative fréquentation. Mais je pense que ce serait peut-être intéressant de communiquer sur le fait qu'en fait, 80% de la baisse, c'est le télétravail. Enfin, si c'est le cas. Parce qu'on n'a pas forcément d'idée sur la question au niveau du grand public. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je commençais à dire au point d'avant. Alors moi, en général, j'essaye de faire des affirmations quand j'ai des résultats expérimentaux. Là, j'en ai pas, donc c'est plutôt des hypothèses dont je vous parle aujourd'hui. Mais je me suis dit que en tout cas, si on veut réussir à être efficace, il faut traiter d'un même pas, d'un même mouvement, le sujet de la fréquentation, enfin de la réassurance à l'usage et de l'observance des gestes. Parce qu'en fait, les deux vont de pair, l'un est la condition de l'autre. C'est parce qu'on observe c'est parce qu'on est observant que l'usage est peu risqué, et c'est aussi par la quantité d'usage qu'on va montrer les conditions de l'observance. Et puis en parlant des deux ensemble, on va favoriser la pratique de ceux qui respectent les règles et qui sont inquiets et qui ont envie de comprendre que ça se passe bien, plutôt que de ceux qui se disent je peux y aller, je me ferai pas jeter dehors si je respecte pas tout. Il faut bien sûr éviter d'entrer et d'alimenter les polémiques. Bon, mais ça, pour voir un peu la communication qui a été produite par les transporteurs et les divers acteurs, je vois bien que tout le monde a évité au maximum d'alimenter une quelconque polémique. Mais évidemment, il faut éviter ça. Il faut continuer comme ça. D'ailleurs, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, Claude, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des points de réassurance sur lesquels il ne faut peut-être pas trop insister, parce qu'à force de leur dire que ce n'est pas dangereux, ils vont peut-être plus du tout observer les gestes barrières, ce qui n'est pas non plus ce qu'on souhaite. Il faut aussi trouver la bonne position. Donc en général, c'est d'essayer dans une position neutre et de parler du principe de précaution, de démontrer sa bonne foi. Enfin, c'est un peu ce qu'on voit dans les axes de com. À mon avis, dans le cas de l'usage, il faut surtout rassurer in situ et communiquer. Ceci pour dire, c'est bien de faire des déclarations dans la presse, c'est bien d'alimenter le débat au niveau de l'opinion publique, mais à un moment donné, c'est dans l'usage, au moment où on passe la porte, que c'est là que c'est le plus performant d'avoir un message utile et clair. Je vous le redis après. Et sur le sujet de l'observance, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une position, de la tenir, d'avoir de la fermeté, mais aussi de la compréhension, parce que ce n'est pas que des opposants désagréables, c'est aussi des gens qui ne se rendent pas compte à quel point il faut. Mais je vous redétaille ça à la slide suivante, si tu veux bien la passer. Donc je me suis dit que l'idée, c'était de fournir un référentiel d'information, c'est-à-dire un ensemble, une espèce de trame de logique avec des briques informationnelles claires, simples et consistantes dans la durée. Ça, c'est un grand classique. Hein. Si on veut avoir de l'influence sur le comportement d'autrui, il faut toujours répéter la même chose et pas varier avec le contexte. Si dès que le contexte change, vous adaptez le discours, c'est ce qui s'est passé avec la position sur les masques, par exemple, à la fin, plus personne ne vous croit, quoi. Ce qui est important, c'est d'être consistant et que toutes les sources disent la même chose. Donc, essayer de décliner une logique qui soit la même, mais qui soit précisée sur différents messages bien précis et bien circonstanciés. Circonstanciés dans le sens où, sur la porte d'entrée qui permet d'accéder au transport, ça peut être la porte du métro comme la porte du bus, là, on donne l'information sur les règles.
À l'intérieur, enfin, c'est une logique par étape, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fil de l'usage, on a différentes informations morceau par morceau. À l'intérieur, on va expliquer pourquoi les règles permettent l'usage serein, et puis en sortie, ou plus loin dans l'espace, on valorise, on dit que la majorité respecte les gestes, et on fait le lien avec le fait qu'il y a peu de risques, avec des éléments que vous avez déjà. En parallèle de ça, dans les médias et dans le discours plus grand public, on communique là-dessus et on montre en quoi, comme vous le faites, enfin, encore une fois, vous avez ces éléments, la mobilité et l'usage des TC sont des conditions de la résilience parce que c'est ce qui permet d'alimenter le discours plus vaste. Et pour les mauvais comportements, il faut offrir une porte de sortie. Pour moi, l'individu qui va utiliser un transport en ne respectant pas bien les gestes barrières, finalement, il cherche un peu une occasion de savoir quoi faire. C'est pas c'est pas forcément des. Alors, c'est la porte ouverte pour beaucoup d'individus qui ont besoin d'interaction sociale, de se mettre en avant, d'exister ou quoi que ce soit. C'est l'occasion, quoi. Il suffit de pas bien mettre son masque pour être sûr qu'on va nous regarder de travers. Donc, c'est sûr que quelque part, c'est une vraie provocation qui appelle finalement une réaction. Par contre, il faut avoir la bonne réaction pour éviter de générer que du conflit et de l'opposition. Moi, je pense que l'idée, c'est peut-être le plus efficace, c'est de parler du fait qu'on met pas le masque pour soi, mais pour les autres, que finalement, si les gens vous regardent de travers, c'est pas parce que vous respectez pas bien les règles, c'est parce qu'ils se disent, mais vous vous rendez pas compte que la vieille dame à côté qui se dit que si elle l'attrape, elle a peut-être beaucoup de chances de pas en réchapper, et ben elle, ça l'angoisse. Et donc finalement, c'est ça la raison de porter le masque, c'est ça la raison du principe de précaution, et c'est ça qui fait qu'on peut pas trop discuter personnellement. Si moi j'ai des doutes sur l'utilité de le mettre, c'est une chose, je peux avoir des doutes, pourquoi pas, mais en tout cas, en attendant, je le mets quand même pour respecter les autres. Donc un discours comme ça se construit, ça se tient à mon avis mieux que d'autres. Alors après, on peut les culpabiliser plus fort. Hein. Est-ce que vous voulez être responsable du décès d'une personne âgée? Enfin bon, en pratique sur le terrain, ça se décline, mais ça peut être une ligne de discours. En tout cas, il faut qu'elle soit claire, il faut que ce soit à peu près tout le temps la même. On ne veut pas forcer à mettre le masque, ce qu'on veut, c'est éviter la contagion, c'est le principe de précaution, etc. Alors, je n'ai pas listé toutes les oppositions, je n'ai pas fait le tour du discours, hein, c'est juste pour essayer de vous proposer une logique. Mais à mon avis, autour de ça, il y a quelque chose à faire. Alors la slide suivante, je crois, visait à détailler un petit peu. Pour l'idée de rendre bien clair ce qu'il faut faire, en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que donner des arguments qui expliquent à quel point c'est essentiel de bien faire et pourquoi et tout ça, c'est une chose, mais c'est beaucoup moins efficace que de dire ce qu'il faut faire. Il y a des affiches comme celle que j'ai récupérée là qui ont le mérite de vous rendre visible exactement ce que ça donne comme impact, le fait d'avoir ou non le bon geste. Et qui du coup vous disent ce qu'il faut faire. Alors ça peut être décliné, mais je pense que actuellement sur la porte du métro, en tout cas près de chez moi, il y a une affiche masque obligatoire. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi prescriptif, hein, c'est vraiment on veut que ce soit fait, mais on pourrait compléter ça par masque obligatoire et à côté de l'explication. Et puis essayer de fournir les éléments supplémentaires afin que les individus aient l'occasion d'une part de savoir ce qu'il faut faire, mais aussi d'avoir la justification. Parce que comme ça, même s'ils ont un doute, ils se disent c'est vrai que je connais le discours, donc je suis bien obligé de le prendre en compte dans ma réaction. Donc on communique sur les gestes, mais dans un contexte. On met en place, au travers de l'usage, le fait que dans les transports avec les gestes, on a le résultat. Et c'est parce que les autres le font. L'intérêt ici, c'est de communiquer sur le fait que la majorité des gens, l'immense majorité des gens, respectent les règles. Donc la norme est bel et bien celle que l'on croit et il faut continuer de le faire. Donc si vous ne le faites pas, c'est parce que quelque part, soit vous avez un pet au casque, soit pour une raison bizarre, vous avez oublié votre masque aujourd'hui. Enfin, c'est un cas exceptionnel. Ce qui est le comportement normal, c'est de le mettre et tout le monde le fait. Ça, c'est un vrai message performant en général aussi. On rappelle que les TC sont sûrs. Ah, j'ai pas tout à fait fini, si tu me laisses encore la slide d'une seconde. Et qu'en fait, la majorité des gens s'en rendent compte. La preuve sociale de les autres le font. Finalement, c'est un bon message pour dire que c'est assez sûr, mais qu'il faut respecter les gestes barrières et que du coup, on peut les utiliser. Et voilà, et la dernière, finalement, je vous l'ai dit. Ok, je m'arrête là, Thomas. Timothée, merci. Merci Xavier. Du coup, effectivement, on va laisser un peu de temps aux questions-réponses, même si on est un peu plus long qu'à nos habitudes. On a voulu quand même passer un peu plus de temps sur les présentations. Donc merci, moi je trouve ça passionnant effectivement de comprendre un peu pourquoi on a du mal des fois à accepter ou à l'inverse on bascule assez rapidement dans un comportement qu'on n'aurait jamais imaginé au préalable. Comment peut-on, alors du coup là c'est celui qui est le plus à l'aise qui répond, mais comment peut-on rassurer les employeurs qui ont du coup des collaborateurs qui prennent les transports en commun?
j'ai envie de répondre en disant qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites là dans les présentations précédentes. Et du coup, si on devait retenir un argument, je ne sais pas, pour aider cette personne à convaincre son employeur de ne pas… parce que là, dans la remarque ou dans la question, pardon, mais il y avait la remarque qui est de ne pas, au-delà de ne pas inciter, c'était même de freiner l'usage des transports. Je ne sais pas. Enfin, après, nous, on est une entreprise de transport, mais on a, comme a dit Claude, on a beaucoup d'actions de travail de notre personnel quand il vient le matin en voiture, en 2 roues motorisée, et ce qui coûte très très cher. Donc, il y a beaucoup. C'est un mode plus sûr, moins coûteux, et vous êtes à un temps garanti. Après, si les employeurs veulent développer le télétravail, c'est un autre problème. S'ils veulent avoir une autre organisation du travail et diminuer la mobilité. Mais je ne pense pas que les employeurs aujourd'hui, parce qu'on travaille beaucoup avec le MEDEF et Co, ils ne sont pas à avoir un message de fuir, qu'il a peut-être au premier confinement, de fuir le transport en commun. Ils ont plutôt un travail de réorganiser leur travail avec les contraintes du télétravail, le e-learning. Et puis, un des travaux qu'on avait fait depuis des années, mais qui marchait très modérément, qui est l'étalement des heures de pointe aussi, l'étalement des arrivées dans les écoles, les lycées, universités et les entreprises. Ça permet de bondir sur l'autre question. Après, donc, du coup, parce qu'il y a quand même eu cette remarque, si jamais on arrive à une situation normalisée ou plus normalisée, donc après Covid, est-ce que les transports en commun seront bondés ou redeviendront aux heures de pointe, faut préciser, parce que c'est pas tous les jours et tout le temps, mais aux heures de pointe trop chargés, surchargés? Claude, on ne comprend pas. Ouais. Oui, je vais répondre. Enfin, nous, le travail qu'on fait, c'est qu'on ne viendra pas au monde d'avant le Covid, complètement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, ce développement sanitaire, la réassurance, les progrès qu'on a fait en propreté, en désinfection, je pense qu'il faudra le continuer, peut-être l'adapter, mais on ne pourra pas avoir les niveaux d'engagement de propreté qu'on avait avant le Covid. Deuxièmement, il y a le même problème pour les taux de charge, je vous l'ai dit, sur le problème de taux de confort et tout. Mais derrière ça, il faut être clair, il y a un problème du modèle économique de financement des transports en commun. Parce que si on veut une suroffre avec moins de clients, moins de versements de transport des entreprises, donc il y a un problème de financement. Donc il faudra trouver d'autres modes de financement qui peut être une augmentation des tarifs, si on veut plus de confort, ou une augmentation des impôts, qui est un autre choix. Donc on a face à nous un problème de financement des transports qui a été activé pendant la crise, vous l'avez vu, qui est comment on peut avoir un même niveau d'offre avec moins de recettes fiscales ou des clients. Ok. Peut-être une question pour Claude. L'usage normal des fréquentations à 100% ou plus? C'était pour faire écho peut-être au premier graphique. Est-ce que le 100% c'est la norme ou est-ce que quand on est aux heures de pointe, on explose les 100%? Alors, le 100%, alors c'est toujours la problématique de ces chiffres, le 100%, c'était le niveau de fréquentation que l'on avait un an plus tôt à la même date. Et donc, le 100%, c'est effectivement aux heures de pointe, on est effectivement, le cas échéant, avec certains transports à certains endroits qui peuvent être bondés, et à l'inverse, on creuse une fréquentation plus faible. Pour compléter ce qu'a indiqué Philippe, très clairement, la crise est venue accélérer des évolutions sous-jacentes. On avait de fait un développement, le télétravail concernait 7% des salariés avant la crise. Aujourd'hui, on pense que c'est 40% à peu près des salariés qui sont concernés par le télétravail et qui le seront durablement, parce que personne n'imagine là aussi revenir à la situation d'avant. On voit le développement du e-commerce, du e-enseignement, e-learning, e-culture, etc. Donc, on voit aussi l'arrêt des déplacements à caractère professionnel, tout l'événementiel qui s'est complètement arrêté au niveau international et très fortement réduit au niveau national. Tout ceci ne reviendra pas spontanément à la situation antérieure. De fait, cette crise a été un accélérateur d'évolution structurelle sous-jacente qui feront que nous ne reviendrons pas à la situation antérieure immédiatement. Par contre, comme l'a dit Philippe Martin, toutes les bonnes pratiques sont encouragées. On a la question de l'étalement des heures de pointe. On voit très bien le bénéfice qu'il peut y avoir à décaler sur des sites comme à La Défense ou dans certains campus universitaires ou ailleurs de un quart d'heure, une demi-heure, l'arrivée de certains salariés, ce qui permet un lissage de l'heure de pointe.
On a une heure de pointe qui est très forte, par exemple, le matin, beaucoup plus forte le matin que le soir. Par exemple, je prends le cas à la Défense, parce que de fait, on a une concentration des arrivées sur une plage qui est beaucoup plus faible que la concentration des départs en fin de journée. Un autre élément qu'a montré le confinement, c'est toute la problématique de l'urbanisme. On a vu en Île-de-France très clairement que la répartition des cols blancs, si j'utilise des termes un peu anciens, des cols blancs et des cols bleus, la répartition spatiale n'était pas du tout homogène en Île-de-France, puisqu'on avait une variation de fréquentation qui était par exemple beaucoup moins marquée sur le RER D au nord-est de Paris qu'elle n'était marquée sur le RER A à l'ouest de Paris. Donc là aussi, ça pose la question de choix politiques, d'urbanisme et de répartition dans l'espace des salariés, des emplois, des logements, des activités sportives, culturelles. C'est ces questions-là aussi qui sont posées à travers la crise et à travers ce qu'elle relève. Merci. J'ai vu Thomas s'afficher, donc ça veut dire qu'on arrive au bout du webinaire. Je vais quand même faire deux questions très rapides. Une pour Xavier, à mon avis, puisqu'il y a une question autour du télétravail et de sa capacité finalement à diminuer notre vie sociale ou à la réduire drastiquement. Qu'est-ce que ça t'amène Ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est du coup le télétravail amène à diminuer sa vie sociale. Du coup, ça a des conséquences plutôt négatives, a priori, si je comprends bien. Oui, effectivement, je pense que tout le monde vous dira que réduire la vie sociale, ça induit plutôt des problèmes psychologiques à long terme et à très long terme. Après, moi, il me semble qu'il y a des études dans les situations de crise avec de la résilience sur le long terme. Là, je crois que en fait, tout le monde s'efforce de maintenir des niveaux de vie sociale à peu près équivalents. Donc, on peut parier que c'est quand même une phase de transition, le temps que les gens trouvent comment faire pour maintenir du lien social. Pour autant, je dis pas que c'est la solution, que ça va se régler tout seul, mais effectivement, c'est pas étonnant que ça réduise la vie sociale. Le lieu du travail, c'est un fort lieu d'interaction sociale et pour beaucoup de gens, ça doit manquer très fortement. Ce qui était assez marrant, marrant, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que lors du premier confinement, il y avait beaucoup quand même de gens qui étaient extrêmement contents d'être en télétravail intensif. Et c'est vrai que cette deuxième phase de confinement, on voit bien que le télétravail intensif est quand même moins souhaité et on a de plus en plus envie de retrouver des habitudes de bureau ou de travail, on va dire, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire du télétravail, puisque ça ne concerne que 40% des Français. Et puis pour finir, il y a une question qui vient d'arriver qui sera pour tout le monde, vous verrez, puis on pourra clôturer. En parlant de cohérence, n'est-il pas contradictoire de demander à porter le masque en même temps et en même temps autoriser la consommation type manger-boire dans les transports en commun, explicitement à la SNCF dans les voitures? Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à autoriser de manger dans les transports type long trajet, un très long trajet? Alors, sur les trajets longs, premièrement, la consommation dans les espaces communs, dans les bars, a été supprimée, de même que la vente ambulante. Et les personnes sont autorisées à manger ou à boire assis sur leur siège et en veillant, autant que faire se peut, on va dire, à limiter. Ce qui a été présenté tout à l'heure était très important. C'est en fait, si vous avez une personne qui enlève son masque parce qu'elle mange pendant 5 minutes, mais que ses voisins, eux, gardent leur masque, vous limitez fortement le risque de contamination par rapport au fait que si tout le monde enlève son masque en même temps et mange en même temps, comme on peut l'avoir dans les cantines d'entreprise, au restaurant ou ailleurs, le risque de contamination est beaucoup plus fort. Il faut rappeler que quand vous avez un trajet de plusieurs heures, si vous avez des nourrissons ou même des adultes, vous pouvez avoir besoin à un moment donné de boire, mais il faut enlever son masque juste le temps de boire ou de manger et le remettre immédiatement après en veillant à décaler là aussi les prises alimentaires ou de boissons. Mais il y a eu une forte réduction. Les bars sont fermés, les ventes ambulantes sont fermées et vous êtes invité à manger assis à votre place. Merci. D'ailleurs, il y a une étude chinoise qui retrace une dame qui, du coup, a propagé et récupéré donc la Covid il y a quelques mois, avec différentes situations. Je vais prier dans un temple bouddhiste, je vais manger avec les autres convives et je vais faire l'aller-retour en transport. Et donc, c'était assez marrant de voir que le repas, finalement, n'était pas le lieu de propagation parce que les distances étaient respectées et que la propagation s'était fait en partie
dans les transports parce que les masques n'avaient pas été mis. Donc, on voit bien dans ce type d'analyse maintenant la propagation. Thomas, je ne sais pas, le temps est dépassé. Moi, je voulais peut-être faire une dernière remarque et après, je laisse Thomas clôturer, mais on voit bien que quand même, il y a un certain nombre de situations et de cas qu'on n'imaginait pas, qui nous paraissaient impossibles et qui devient monnaie courante, donc possible. Moi, je prends souvent cet exemple qui est effectivement le télétravail, la pratique du vélo, le lissage des horaires de pointe. Enfin, c'est des sujets qu'on adresse depuis pratiquement donc, plus de 10 ans aujourd'hui auprès de certains employeurs qui nous expliquaient comment et pourquoi il était impossible de travailler sur ces sujets ou très difficiles. On voit aujourd'hui que ça avance. Donc, on peut prendre l'image de l'élastique, hein, on le tire, mais il ne revient jamais à l'état initial, il est un peu détendu. Donc voilà, soyons tous un peu plus détendus dans cette situation, parce qu'on va probablement arriver à en sortir assez moyen, long terme, je ne sais pas, mais en tout cas, j'imagine prochainement. Xavier, je te vois approcher, je ne sais pas, je vous laisse, moi j'ai fini. Merci Thomas pour l'organisation, merci à vous trois d'être intervenus. Si vous voulez